Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau café littéraire sur Radio Azul International. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce moment d'échange, de réflexion et d'ouverture d'esprit. Aujourd'hui, nous abordons un thème aussi actuel que délicat, l'Occident face à l'islamisme, quelle solution ? Une conférence autour de l'ouvrage Sortir de l'islamisme de notre invitée d'honneur, Madame Razika Adnani. Et bien sûr, avant tout, un grand merci à nos partenaires et nos collaborateurs qui soutiennent Radio Azul International. Madame Razika Adnani est philosophe, islamologue franco-algérienne et est l'auteur de nombreux ouvrages et articles de presse qui interrogent la relation entre la religion, la modernité et la société. Et bien sûr, sortir de l'islamisme sera au cœur de notre échange aujourd'hui. Madame Razika Adnani, merci d'être parmi nous ce soir. Merci pour votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence et merci à Radio Azul pour son invitation. Le titre de mon intervention, c'est donc l'Occident face à l'islamisme, quelle solution ? Et pour commencer, je voudrais commencer par un petit rappel historique concernant l'existence de l'islam en Occident. L'existence de l'islam en Occident, l'Occident comme territoire géographique, mais aussi comme civilisation, remonte au 8e siècle, lorsque l'islam a occupé certains endroits de la rive nord de la Méditerranée, tels que l'Espagne, qu'il a occupé de 711 à 1492, presque 8 siècles, même si le territoire des musulmans s'est rétréci très vite pour n'occuper que le sud de l'Espagne, c'est-à-dire l'Andalousie. Les musulmans ont occupé également la Crète, la Sicile, Malte. Et cet islam s'est imposé en Occident au 8e siècle par la force des armes lors de la conquête de l'islam. C'est un islam d'Occident, mais pas un islam occidental, autrement dit spécifique à l'Occident, étant donné qu'il n'était pas porté par les populations locales, mais par d'autres populations qui sont parties du sud de la Méditerranée, dont beaucoup étaient des Berbères, pour occuper ces nouveaux territoires de l'islam. Quand je dis que c'était des populations du sud de la Méditerranée qui ont porté cet islam, cela ne veut pas dire que parmi les populations locales, il n'y a pas eu du tout de ceux qui se sont convertis à l'islam. Je donne l'exemple du philosophe, théologien et juriste andalou Ibn Hazm, qui était issu d'une famille chrétienne convertie à l'islam. Ibn Hazm est né en 994, il est mort en 1066 et sa famille s'est convertie à l'islam au 8e siècle. L'islam d'Occident, dont je viens de parler, est reparti lorsque ces terres ont été récupérées par les populations locales et donc par les chrétiens. Ils ont chassé les musulmans et l'islam est reparti donc avec les musulmans. Les populations locales qui se sont converties à l'islam ont été obligées de se reconvertir au christianisme. L'islam d'Occident comme une réalité n'a existé une seconde fois qu'au XXe siècle. Cela ne veut pas dire, encore une fois, que les musulmans ont totalement disparu de l'Occident. Des écrits montrent qu'il y avait des musulmans entre la fin de l'occupation de l'Espagne au XVe siècle et le XXe siècle. Il y avait des musulmans, mais ils étaient très peu nombreux. L'islam d'Occident du XXe siècle, lui aussi, est porté par des populations qui sont parties d'ailleurs pour vivre en Occident. Donc c'est un islam qui n'est pas spécifique à l'Occident. Si je donne l'exemple juste de l'Europe et la France en particulier, la majorité des musulmans de France sont partis de l'Afrique en général, qui est majoritairement malékite. Donc c'est un islam des populations et malékites qui sont partis vivre en Occident. La spécificité de l'islam d'Occident du XXe siècle réside dans le fait qu'il ne s'est pas implanté en Occident par
la force des armes comme c'était au 8e siècle. Donc il s'est implanté en Occident car l'Occident lui a ouvert les portes, il l'a accueilli. Donc c'est une spécificité. Comment expliquer cela? Je l'explique par plusieurs éléments. Le premier est le facteur économique. L'Occident avait besoin de main-d'œuvre pas chère pour travailler dans ses usines. Il est parti trouver cette main-d'œuvre dans les pays du sud de la planète. Et quand la colonisation, après la fin de la colonisation, il a décidé, le capitalisme, de déplacer ces populations, cette main-d'œuvre pas chère, l'a déplacer vers l'Occident pour l'avoir sur place. C'est ainsi qu'il a déplacé beaucoup de populations musulmanes et donc avec elles l'islam. Le deuxième élément, le deuxième facteur qui explique l'apparition de cet islam d'Occident au XXe siècle est celui de la modernité. Le monde occidental, l'Occident, a connu l'époque de la modernité qui a produit de nouvelles valeurs, l'égalité, la liberté, la dignité humaine. Ces valeurs ont changé le regard de l'Occident qu'il portait sur le monde musulman et sur l'islam. Cela a permis à l'Occident d'accueillir les populations musulmanes et d'accepter qu'elles pratiquent librement sa religion en Occident. C'est un facteur important. L'autre facteur important est celui de l'Église catholique elle-même, qui a connu une réforme considérable au XXe siècle, notamment en 1961 avec le Concile Vatican II. L'Église catholique elle-même a été influencée par la modernité, les nouvelles valeurs de la modernité, l'égalité, la liberté, la dignité humaine. Et l'Église catholique s'est réformée aussi parce qu'elle a été très touchée par les événements géopolitiques du XXe siècle, la colonisation et la Shoah. Donc la Deuxième Guerre mondiale a beaucoup touché l'Église qui a décidé d'appeler à de nouvelles valeurs, les valeurs de l'humanisme. Donc l'Église est devenue une religion qui est versée dans l'humanisme, qui prend le discours de dialogue des religions et non de la confrontation entre les religions. Elle a changé son regard, le regard qu'elle portait sur la religion musulmane et sur le judaïsme. Ce changement dans les valeurs de l'Église catholique a fait que les Occidentaux ont accepté avec beaucoup de facilité que des musulmans viennent vivre sur leur territoire et qu'ils vivent leur religion aussi d'une manière libre. Certes, l'Église s'est séparée de la politique dans beaucoup de pays en Occident, mais ces valeurs continuent d'influencer l'individu en Occident, y compris les politiques. L'autre facteur concerne les musulmans eux-mêmes, le monde musulman. Le monde musulman, entre le 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, a été très influencé par la modernité. On le voit dans la volonté des intellectuels et des politiques de ne pas rester en retrait, que leur société ne reste pas en retrait de la civilisation moderne. Ils étaient très impressionnés et très séduits par les valeurs de la modernité, l'égalité, la liberté, la dignité humaine. Ils ont entamé beaucoup de réformes sociales, politiques, culturelles et même littéraires d'ailleurs. Et la réforme a touché également l'islam, la religion. Je vais donner quelques exemples de ces réformes. La première réforme que je voudrais citer, c'est celle de l'adoption du système constitutionnel. Le système constitutionnel veut dire moderniser l'organisation de l'État, ce qui a été une influence de la modernité occidentale. Le système constitutionnel a été adopté pratiquement par tous les pays musulmans. Ils ont adopté le principe d'égalité, en dehors de l'égalité homme-femme, ou à l'exception de l'égalité homme-femme. Et l'égalité, le principe d'égalité de tous les citoyens, sans aucune discrimination pour des raisons de religion, de langue, de rang social,
on retrouve ce principe, cette expression dans la constitution syrienne de 1930, irakienne de 1925, et dans d'autres pays, évidemment, comme la Turquie. L'Algérie aussi va introduire l'égalité dans sa constitution, mais l'Algérie a reconnu l'égalité entre les hommes et les femmes dans sa constitution de 1963. Mais on est un peu... c'est-à-dire, je parle de la première moitié du XXe siècle. À ce moment-là, l'Algérie n'était pas encore indépendante, mais elle a reconnu le principe d'égalité après l'indépendance. La liberté de croyance. Dans toutes les constitutions arabophones, on ne parle pas de liberté de conscience, mais de liberté de croyance. On va trouver la liberté de croyance, la liberté absolue de croyance dans la constitution égyptienne, syrienne, irakienne et évidemment turque. Et l'Algérie va introduire elle aussi la liberté de conscience dans le texte en français, de croyance le texte en arabe en 1976. Vous voyez comment il y avait énormément de réformes sur le plan social et politique. Les femmes n'ont pas accédé à l'égalité. Je veux dire, il n'y a pas eu d'égalité juridique entre les hommes et les femmes, mais les femmes ont obtenu énormément de droits. Elles ont obtenu le droit de sortir sans porter le voile, d'aller à l'école, de travailler et de sortir sans être accompagnées par un homme. C'était énorme pour l'époque. Et dans le domaine religieux, certaines règles de la charia ont été abolies à ce moment-là, entre le 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. La démitude a été abolie en 1839 et celui qui l'a aboli, c'était Abdelmajid Ier, le calife ottoman. La Turquie a été suivie par la Tunisie en 1861. Elle a aboli toutes les discriminations entre les différentes religions en Tunisie. Et donc, c'était pas énorme. L'esclavage a été aboli à ce moment-là. Le califat a été aboli et les châtiments corporels. Quelles que soient les limites de ces réformes, car elles avaient leurs limites, elles n'étaient pas parfaites. Donc on peut dire beaucoup de choses sur les limites de ces réformes, mais elles étaient extraordinaires pour le monde musulman. Elle a permis au monde musulman et aux sociétés musulmanes de sortir de leur archaïsme à bien des égards. Archaïsme social, politique, humain, culturel. Et autre chose, pourquoi elles sont importantes ces réformes? En tout cas pour moi, je considère que ces réformes est la preuve que les musulmans peuvent échapper au conservatisme, au littéralisme, à la suprématie du passé et que le changement n'est pas impossible. Car on entend aujourd'hui certains qui prétendent que le changement est impossible. Ces réformes est une preuve que le changement n'est pas impossible pour les sociétés musulmanes. Pour Bernard Lewis, qui est un islamologue britannique, la Révolution française est le premier mouvement d'idées, un grand mouvement d'idées, de la chrétienté occidentale à s'être imposée à l'islam. Il explique que cette Révolution française, ces idées se sont imposées aux musulmans car elles se présentaient comme des idées issues de la raison et non de la religion. Donc c'est leur aspect laïque qui a permis à ces idées d'être acceptées par les musulmans. En effet, cela leur a donné à ces nouvelles idées une légitimité aux yeux des musulmans. Et dans les textes écrits par les intellectuels, on est à la première moitié du XXe siècle, la majorité des textes parlaient de la civilisation occidentale avec admiration. L'Occident était admiré pour ces nouvelles valeurs. Et ce qui a permis aux musulmans, évidemment, d'admirer cette nouvelle civilisation, eh bien, c'est son caractère laïque. Le fait que ces valeurs ne se revendiquent pas comme des valeurs de la religion, issues de la religion, mais issues de la raison. Concernant l'Église catholique, elle s'est, à ce moment-là,
retirés du domaine de la gestion de l'État, notamment en France, avec la loi de la laïcité de 1905. Cela aussi a donné beaucoup de légitimité aux politiques pour revendiquer un système de l'organisation de l'État qui est semblable à celui qui est connu en Occident ou dans les pays majoritairement catholiques. Même s'ils étaient majoritairement catholiques ou de culture catholique, leur système d'organisation de l'État a été adopté par les musulmans parce qu'il y avait cette revendication laïque de ces valeurs. Donc ce que je déduis de ce que je viens de dire, c'est que la laïcisation ou la sécularisation dans le domaine politique, dans le domaine épistémologique, donc de l'État et de la raison, de l'État et de la pensée. Et moi je dis, il n'y a pas de sécularisation de l'État sans sécularisation de la pensée, a permis aux musulmans de s'ouvrir sur la modernité et a permis aussi le rapprochement entre l'Occident et l'islam. Parce que c'est à ce moment-là que beaucoup de musulmans sont partis aussi vivre en Occident. Ils voulaient vivre selon les valeurs de l'Occident. Ils ne voyaient pas d'inconvénient de vivre en Occident. Et l'Occident a ouvert ses portes aussi à ces musulmans. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu qu'ils s'intégraient dans la nouvelle civilisation. Donc pour eux, il n'y avait pas de problème d'accueillir ces musulmans avec leur religion, étant donné que dans leur pays déjà, ils s'adaptaient à la nouvelle civilisation et ses valeurs. Alors, la question qui se pose maintenant, comment expliquer ce que nous constatons aujourd'hui comme changement dans la relation entre l'Occident et l'islam ? Comment expliquer que cette relation devient de plus en plus compliquée ? Eh bien, je l'explique d'abord par l'histoire des sociétés musulmanes. Cette période de modernisation, ce processus de modernisation n'a pas duré longtemps. Il n'a pas duré longtemps. Le milieu du XXe siècle, c'était déjà la fin de ce mouvement de réforme extraordinaire dont je viens de parler. Il n'a pas résisté à la riposte des conservateurs. Et le but des conservateurs n'était pas seulement de faire échouer ce mouvement de modernisation, mais d'effacer ses réalisations. Donc ils ont commencé à réagir, ils se sont mobilisés politiquement pour casser ce mouvement de modernisation. Les conservateurs ont toujours existé, donc les islamistes sont des conservateurs. L'islamisme n'est pas un mouvement contemporain comme on nous le dit en France. Sauf qu'ils se sont mobilisés politiquement. Ils ont commencé à dire aux populations que ce n'était pas une modernisation, mais une occidentalisation des sociétés musulmanes. Et ils ont accusé l'Occident d'ingérence. Ils ont accusé l'Église catholique et l'Église en général d'ingérence dans les sociétés musulmanes. L'exemple que je peux donner est celui de Al-Qaradawi, Youssef Al-Qaradawi, et son livre qu'il a intitulé « Les solutions importées » en arabe, Al-Hulul al-Mustawrada. Il l'a écrit en 1971. Et dans ce livre, il parle des occidentalistes. Il les critique énormément. Il critique y compris les religieux, parce qu'il y avait des religieux modernistes à l'époque. Il critiquait les religieux, il les appelait les occidentalistes avec des turbans. Et il a cité même le nom de Ali Abdelaziz, l'Égyptien. Ali Abdelaziz, qui est né en 1888, il est mort en 1966. Et Ali Abdelaziz, c'est celui qui a défendu la laïcité en Égypte. Et il a défendu, l'abolition du califat. Il a été contre les Égyptiens qui voulaient créer le califat en Égypte après son abolition en Turquie. Donc, il était pour la laïcité, la séparation entre la religion et la politique. Et c'était un homme de l'Azhar, c'était un religieux. Youssef Al-Qaradawi l'a beaucoup critiqué dans ce livre. Il critique tous les modernistes et il dit que les modernistes
ont voulu imposer, pas voulu, ils ont imposé à l'Orient musulman la conception chrétienne de la religion. Il ne dit pas qu'ils ont imposé la religion chrétienne, mais la conception chrétienne de la religion fait que la religion abandonne la société, abandonne la morale, en abandonnant la politique. Il accuse l'Église catholique d'être une religion qui n'est plus capable de protéger la société du dépérissement. Et pour lui, et pour tous les conservateurs, j'ai donné le Qaradawi comme exemple, mais c'est pareil pour les autres, l'Occident est devenu une civilisation où le sacré est mort, où la morale n'existe plus. C'était très fort dans ce livre que vous pouvez consulter. Et en Algérie, Mustafa Cherif, peut-être vous le connaissez, a écrit un livre qu'il a intitulé « L'Islam ». Il a été publié par Odile Jacob en 2006. Et il tient ce même discours, que l'Occident est le monde où le sacré est mort, un monde où on ne sait pas où il va, etc. Donc un regard très négatif sur l'Occident porté par les conservateurs, et il parlait évidemment aux populations pour changer le regard qu'ils avaient sur l'Occident. Et en effet, le regard que les musulmans portaient sur l'Occident est passé de la fascination au rejet en quelques années. Donc les musulmans qui partaient vivre en Occident au début du XXe siècle, qui partaient avec fascination et l'envie de vivre selon les valeurs de l'Occident, beaucoup d'entre eux, pas tous évidemment, à partir des années 1970, ils partaient en Occident, mais avec un regard plutôt négatif qu'ils avaient sur la civilisation occidentale, et avec un conservatisme religieux également. Donc il y avait ce retour au conservatisme et au religieux qui a commencé à se mettre en place dans le monde musulman et qui s'est déplacé en Occident avec ces populations qui sont parties vivre en Occident. Bien que certains sont partis pour fuir le conservatisme dans les sociétés musulmanes. Donc, ils ne sont pas tous partis pour le même objectif, mais il est important de souligner les deux. Ceci pour les causes. La question que je voudrais poser maintenant, comment expliquer la victoire des conservateurs? Parce qu'à l'époque, il y avait un débat entre les conservateurs et les modernistes. Mais les modernistes ont fini par se taire et les conservateurs ont fini par s'imposer. Dans le monde musulman, eh bien, on explique cela par plusieurs facteurs. Le premier facteur à donner, ou deux même en même temps, c'est la découverte du pétrole au pays des Wahhabites. Donc, ce qui a donné les moyens financiers aux conservateurs. Sans la découverte du pétrole, peut-être que le monde musulman serait aujourd'hui autrement. Donc, les Wahhabites ont financé les conservateurs et notamment les frères musulmans. Et en Algérie, on a eu aussi une association qui a été créée dans les années 30, l'association des ulama musulmans algériens. Donc, en Algérie aussi, les conservateurs se sont mobilisés. Donc, il y a eu le pétrole qui était pour les conservateurs un moyen redoutable contre les modernistes. Il y avait aussi la géopolitique de la première moitié du XXe siècle. On est à la première moitié du XXe siècle, il y avait la colonisation et la création de l'État d'Israël, le conflit israélo-palestinien, que les conservateurs ont utilisé aussi en leur faveur. Comme vous le savez, les frères musulmans ont fait de la cause palestinienne leur cause. Dès le départ, ils se sont mis à défendre la cause palestinienne pour pouvoir s'imposer partout dans le monde musulman. Ces deux facteurs, je ne peux pas les nier, mais pour moi, la cause principale, la première cause qui a permis aux conservateurs de gagner cette bataille contre les modernistes, c'est le fait que les modernistes n'ont pas pu réformer l'islam. Un facteur dont on ne parle pas, mais en réalité, les modernistes n'ont pas pu réformer l'islam. Et je le dis d'ailleurs dès mon premier ouvrage, parce que je voulais comprendre
Pourquoi à l'école, on nous parlait beaucoup de la réforme de l'islam, mais autour de moi, je ne voyais pas de réforme réellement. Donc les modernistes n'ont pas pu réformer l'islam. Pourtant, la réforme de l'islam faisait partie des projets des modernistes. Pourquoi ils n'ont pas pu réformer l'islam? Eh bien parce qu'ils n'ont pas pu libérer leur pensée de l'épistémologie salafiste. La pensée humaine a été posée comme problématique dans l'histoire de l'islam et de la pensée musulmane dès les premiers siècles de l'islam. Les musulmans voulaient savoir s'ils devaient utiliser leur pensée, leur intelligence ou se suffire de la révélation. Après environ 2 siècles, ils ont fini par opter pour la révélation seulement comme source de savoir et de connaissance. Donc ils ont pris position contre la pensée, contre la raison. Ils ont considéré que cette pensée, notamment quand elle est libre et rationnelle, parce que la pensée qui imite le savoir des anciens, celle-ci, elle était aimée par les conservateurs. Donc ils ont considéré que cette pensée était nuisible, elle nuit à l'islam et qu'il fallait la brimer. Ils ont mis plusieurs concepts, plusieurs théories qui ont fini par mettre la même mise sur la pensée. Eh bien, ces modernistes n'ont pas pu libérer leur pensée. C'était des modernistes, mais dans le domaine de la religion, ils n'ont pas pu libérer la pensée. Comme s'il y avait un obstacle épistémologique fort et psychologique qui les a empêchés d'aller vraiment vers cette réforme de l'islam. Cette réforme de l'islam, tout à l'heure j'ai parlé de certaines réformes, l'abolition du califat, l'abolition de l'esclavage, c'était des réformes, mais des réformes spécifiques dans le domaine juridique. Mais il n'y avait pas une réforme de ce que j'appelle dans mon ouvrage la véritable réforme de l'islam. Parce que la véritable réforme de l'islam, c'est celle qui réforme la théologie musulmane. Et cette théologie n'a pas été réformée. Et pourquoi elle n'a pas été réformée? Parce qu'ils n'ont pas libéré la pensée. Et comme ils n'ont pas libéré la pensée, ils n'ont pas réformé la théologie. En arabe, on ne parle pas de théologie, on parle de fikr al-islami, la pensée musulmane. Et le fait de ne pas réformer la théologie, ils n'ont pas pu libérer la pensée. C'est tellement lié. Le fait qu'ils n'aient pas pu le faire, ils n'ont pas pu réformer l'islam. Il y a alors que, comme je viens de le dire, la théologie, c'est celle qui allait libérer la pensée. Mais plus que ça, et ils n'ont pas pu réformer la théologie, alors que c'est important, il fallait la réformer pour pouvoir libérer la pensée, mais aussi pour pouvoir réformer l'islam, car la théologie est une partie importante de l'islam, intégrante de l'islam. Autrement dit, l'islam, ce n'est pas que le Coran. L'islam, c'est le Coran, mais c'est tout le travail qui a été réalisé autour du Coran. Et ce travail appartient à la pensée musulmane. En 2011, alors que j'écrivais un livre sur la pensée musulmane, je suis tombée sur le livre de Mohammed El-Ghazali. Il a été le recteur de l'Université des sciences religieuses à Constantine, en Algérie. Je suis tombée sur un livre qu'il a intitulé « Laysa hada min al-Islam ». Ceci ne fait pas partie de l'islam. Et dans ce livre, il parle de la pensée musulmane et de l'islam. Il dit la pensée musulmane, c'est ce que les musulmans ont produit, c'est le produit de leur pensée dans le domaine de la religion. Et l'islam, c'est ce que Dieu a révélé aux musulmans. Jusque-là, ok. Sauf que dans son livre, il dit la pensée musulmane n'a rien à voir avec l'islam. Il les sépare totalement pour que pour lui l'islam soit sacré et révélé dans sa totalité, pour que personne ne peut le remettre en question. Et c'est là où j'ai dit c'est un mensonge, tout simplement. Parce que l'islam que les musulmans pratiquent, celui qu'ils connaissent, il est indissociable de cette théologie. Alors elle n'a pas été réformée, donc ils n'ont pas pu réformer l'islam. On n'a pas pu réformer l'islam parce qu'il y avait aussi les conservateurs qui étaient très virulents. Même le mot réformer l'islam était pour eux
une insulte de l'islam. Et donc, ils se sont mobilisés contre tout projet de la réforme de l'islam. Pour eux, les conservateurs, ce qu'on appelle aujourd'hui les islamistes, ceux qui ne voulaient pas que l'islam soit séparé de la politique. Ils ne voulaient pas que l'islam se modernise et se libère de la pensée des anciens. Donc, ils ont commencé à dire que l'islam ne pose aucun problème, il n'a pas besoin de réforme. S'il y a une réforme à faire, c'est les musulmans qui doivent se réformer. C'est les musulmans qui posent problème et non pas l'islam. Donc, ainsi, ils ont mis l'islam à l'abri de tout regard critique. D'une part. D'autre part, ils ont présenté les musulmans comme les seuls responsables de tout problème qui puisse exister. Parce que les modernistes disaient on doit réformer l'islam pour sortir des problèmes sociopolitiques, pour sortir du sous-développement. Eh bien, les conservateurs ont commencé à dire on n'a pas besoin de réformer l'islam parce qu'il ne pose aucun problème. Si vous voulez sortir du sous-développement, si vous avez des problèmes, eh bien, il faut au contraire revenir au vrai islam. Car ce sont les musulmans qui se sont éloignés du droit chemin qui est celui du vrai islam. Et quel est le vrai islam? Celui des premiers musulmans. Ce que personnellement j'ai constaté dans mes recherches, c'est que les modernistes, même les plus connus, quand on creuse un peu leurs pensées, on trouve qu'ils se sont ralliés finalement à cette façon de parler des conservateurs. Ils ont commencé quelque part comme s'ils avaient peur. Ils ont commencé à dire, oui, ce n'est pas l'islam qu'on veut réformer, l'islam ne pose pas de problème, mais on veut que les musulmans reviennent au vrai islam, celui des premiers musulmans. Je le constate ces jours-ci aussi de la part du prince saoudien, qui a commencé avec une énergie, une grande énergie pour réformer l'islam, mais ces derniers temps, je l'entends dire, moi, ce que je veux, c'est retrouver l'islam des premiers musulmans, le vrai islam. Oui, il a des vidéos dont il parle comme ça. Donc, il y a la peur, il y a la pression, et les modernistes eux-mêmes, ils se sont un peu ralliés à ce discours. C'est un élément. L'autre raison, l'autre facteur qui n'a pas permis la réforme de l'islam, c'est l'Occident lui-même. Bon. Donc l'Occident, pour moi, a une grande responsabilité. En quoi consiste sa responsabilité? Il y a beaucoup de choses à dire, mais aujourd'hui, je ne parlerai que du concept de l'islamisme que l'Occident a créé exactement la France. C'est ce que j'appelle l'école française dans le domaine de l'étude de l'islamisme. À partir des années 1980, le mot islamisme a été créé au XVIIIe siècle. Et à l'époque, il signifiait tout simplement l'islam. À partir des années 1980, ils lui ont donné un autre sens. Ils ont dit l'islamisme, c'est l'islam politique, mais qui n'a rien à voir avec l'islam. Et c'est un mouvement contemporain qui est né avec les frères musulmans. Voilà, c'est la définition qu'on va retrouver chez pratiquement tous les intellectuels français encore aujourd'hui. C'est une définition qui n'a aucun lien, aucun rapport avec l'histoire de l'islam ni l'islam. Et alors, pourquoi cette définition? Eh bien, tout simplement pour le souci du politiquement correct. Nous, on parle du bien des musulmans, donc on est bien, on est gentil avec les musulmans. Le souci du politiquement correct, la méconnaissance de l'islam et de son histoire, l'effondrement de l'esprit scientifique dans l'étude des sciences humaines en France. Je ne peux pas l'appeler autrement. Il y a un effondrement de l'esprit scientifique en France quand il s'agit des sciences humaines. Donc, ce qui m'intéresse dans ce concept, c'est de le comparer avec le discours des islamistes et des conservateurs dans le monde musulman. En fait, ils ont le même objectif. Quand on dit le problème, c'est l'islamisme qui n'a aucun lien avec l'islam et que l'islamisme est un mouvement contemporain, eh bien, on veut mettre l'islam à l'abri de toute critique.
et on présente les musulmans comme les seuls responsables de tous les problèmes qui existent. Et s'ils veulent sortir de leurs problèmes, ils doivent être plus musulmans dans ce cas. Autrement dit, indirectement, ils appellent à plus d'islam pour les musulmans. Si votre problème, c'est que vous n'avez pas bien respecté l'islam parce que l'islam ne pose aucun problème, eh bien, pour sortir de vos problèmes, il suffit d'aller vers plus d'islam. En tout cas, c'est ce que Youssef al-Qaradawi dit dans son livre. Al-hal huwa al-islam. La solution est l'islam. Mais quel islam, évidemment? Quand on pose la question de l'islam, il faut savoir de quoi on parle. Et je viens de dire comment l'islam, c'est le Coran, mais aussi c'est toute la théologie qui entoure le Coran. Donc il y a tout un travail humain qui a été fait, et ce travail humain n'est pas parfait. Si on veut qu'il soit parfait, donc on place l'être humain au même niveau que Dieu. Et là, on se contredit avec le principe de l'unicité. Maintenant, donc face à l'islamisme en Occident, on a créé un concept, au fait, qui nourrit le conservatisme, qui nourrit le fondamentalisme, qui ne permet pas aux musulmans de voir leur religion avec un esprit critique. Et on a aggravé la situation. Quelle solution? Pour répondre à cette question, il y a deux réponses. Une, elle concerne les musulmans. Il faut faire un travail au sein de l'islam, un travail objectif, un travail qui, justement, il redonne à la pensée et à la raison leur noblesse. Car si l'être humain n'est pas capable d'utiliser sa pensée et sa raison librement, il ne peut pas faire une réforme de l'islam. Et il faut aussi, l'objectif de cette réforme, séparer la religion de la politique. C'est donc une réforme qui est orientée vers l'avenir. J'ai toujours précisé que la réforme à laquelle j'appelle est une réforme qui est orientée vers l'avenir et non pas celle qui regarde vers le passé, la réforme des salafistes. Quelle est la solution en Occident? Qu'on finisse avec le concept de l'islamisme comme islam politique qui n'a rien à voir avec l'islam et qui est juste un mouvement contemporain. Je me suis heurtée à beaucoup d'universitaires et de journalistes en France à cause de ce concept. Si l'islamisme est un islam politique, eh bien l'islam est politique depuis 622. Si on nie cela, on ne peut pas réformer l'islam. On ne peut pas comprendre où se situent les problèmes. Donc il faut qu'on finisse avec ce discours du politiquement correct. Le discours aussi, dans mon livre, je parle de vouloir consoler les musulmans dans leur religion. Comme si on cherche toujours à consoler les musulmans. Chercher à les consoler, pour moi, c'est les infantiliser. Comme s'ils étaient incapables de regarder leur religion avec un esprit critique. Je pense aujourd'hui, dans tout le monde musulman, il y a beaucoup de gens qui parlent et qui sont capables de regarder leur religion avec un esprit critique et beaucoup qui veulent le changement. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Adnani, pour cette intervention d'une grande richesse. Vous avez souligné plusieurs points. L'histoire de cette confrontation idéologique entre l'islamisme et l'Occident et les facteurs aussi. Justement, à mes côtés, on a deux chroniqueurs, Madame Mandana Johan, notre chroniqueuse, et Monsieur Ali Kaidi, un professeur de philosophie. Justement, ils ont suivi vos propos et vont à leur tour partager leurs réflexions, leurs analyses. Je commence avec vous, Madame Mandana. Bonjour, Madame Adnani. C'est un grand plaisir de vous entendre toujours. J'ai écouté vos capsules YouTube et on est vraiment honoré de vous recevoir ici à Montréal. Puis on espère de pouvoir vous avoir encore et encore. C'est très enrichissant, effectivement, vos analyses et tout ce que vous exposez. Alors,
comme une Québécoise, fière Québécoise d'origine iranienne, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec l'historique que vous avez exposé par rapport à tous ces mouvements qui ont essayé, les modernistes, qui ont essayé de moderniser les pays musulmans de Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'on a vu dans l'histoire, c'était que ces modernisations-là ont été carrément imposées au peuple musulman au XXe siècle par des autocrates, qu'on appelle ça, dans notre histoire et dans notre pays, Iran, on appelle ça des autocrates bienveillants, comme Reza Khan, qui a suivi en fait Atatürk, comme son fils, Mohammad Reza Shah Pahlavi. Alors, et d'ailleurs, par exemple, quand Mohammed bin Salman y est arrivé il y a 2 mois pour dire les femmes en Arabie Saoudite, ils peuvent se porter les habits qu'elles veulent. Ça, on sait que s'il y a une démocratie, s'il y a une vote, possiblement, il va y avoir 90% des gens qui vont dire non à cette affaire-là. D'ailleurs, on sait qu'entre 70 à 75% des Afghans sont très contents avec les politiques comme religieuses de l'État du Taliban. Alors, l'affaire, c'est que si la réforme, ça n'arrive pas, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, maintenant, les gens de Moyen-Orient qui ont été depuis des millénaires gouvernés par les autocrates, par des dynasties, de façon de haut en bas. Maintenant, ils sont allés voir en Occident qu'il y a des démocraties où c'est des civils, c'est la population qui gouverne par les choix puis les votes. Comment on peut réformer si ces réformes-là, ça va être encore imposé un peu de haut en bas par des élites, les penseurs, les institutions ou les États. Puis comment on peut s'attendre que ça soit stable, puis ça soit viable et durable dans le temps? Merci. Merci pour votre question. En effet, c'est une question très, très, très intéressante. Comment on peut réformer si le peuple ne suit pas? Et justement, dans mon dernier ouvrage, je dis qu'on n'a pas les conservateurs se sont imposés facilement parce qu'ils avaient toujours le même discours religieux dans leurs mains. Dès qu'ils ont dit aux musulmans, voilà le vrai islam, ils ont tous suivi parce qu'ils n'avaient pas autre chose. Et autrement dit, on a fait dans le monde musulman des réformes sociales et politiques, c'est vrai, mais le discours de la religion au sein de la population n'a pas été fait, donc il n'a pas suivi, ce qui a facilement, il a fragilisé ces réformes. Parce que dès lors que le chef disparaît, comme c'est le cas en Tunisie, et comme c'est le cas dans d'autres pays, il y a donc le président qui impose certaines réformes qui concernent même l'islam, comme par exemple l'abolition de l'esclavage. Toutes ces réformes, elles ont été imposées par les politiques et non pas par les religieux, même s'ils ont essayé de suivre, ils ont suivi les politiques. Eh bien, évidemment, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Il faut que la population comprenne et que la population ait les moyens qui lui permettent de comprendre que cette réforme n'est pas imposée, elle est logique, elle doit se faire, c'est-à-dire comprendre déjà pourquoi on l'a fait et être convaincu. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une part de la population dans le monde musulman qui est prête à écouter ce discours. Malheureusement, toujours ceux qui ont le plus de moyens s'imposent. Ils ont plus de moyens de payer, plus d'influenceurs, plus de sites internet, plus. Les autres, ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils essayent et je suis un peu ce qui se dit. Je pense que sur les réseaux, il y a une demande. Mais je suis d'accord avec vous, si ce travail n'est pas fait au sein de l'islam par les intellectuels et si les politiques n'adoptent pas ce travail, parce que c'est aux intellectuels de réformer l'islam et aux politiques d'adapter cela
dans le domaine politique. Ça doit être comme ça, et non le contraire. Si on ne fait pas cela, les choses seront toujours difficiles, et facilement, une personne, même si elle se modernise, mais elle risque de revenir à un discours très fondamentaliste facilement. Et on l'a vu dans notre entourage. Merci pour votre intervention et je partage pratiquement votre vision. Je veux revenir à quelques concepts parce que vous êtes rigoureuse sur la définition des concepts. Pour votre titre qui est en face de moi, sortir de l'islamisme, moi, ça me renvoie au concept de Marcel Gauchet, la sortie de la religion. Est-ce que vous avez choisi sortir de l'islamisme au lieu de dire sortir de la religion, pratiquement sortir de l'islam, parce que dans votre intervention, le problème ne réside pas dans l'islamisme. Si on veut faire la vraie réforme, on devrait y aller à l'islam et non pas à l'islamisme, parce que l'islamisme, pratiquement, c'est une conséquence d'une interprétation de l'islam. Donc, est-ce que vous avez choisi ce titre pour éviter une polémique, ou bien, parce que je n'ai pas lu le livre, ou bien il y a quelque chose derrière? Merci. Merci pour votre question. Quand on parle de l'islam, il faut toujours savoir de quel islam on parle. Il y a l'islam auprès de Dieu. On parle toujours d'un islam auprès de Dieu. Chez nous, surtout, on parle toujours de la religion de Dieu. Par rapport au verset coranique qui dit la religion de Dieu est l'islam, ou la religion auprès de Dieu est l'islam. Donc, pour beaucoup de musulmans, l'islam, c'est la religion de Dieu. D'autres, l'islam, c'est le Coran. Donc, c'est ce que j'appelle l'islam coranique ou l'islam révélé. Et l'islam qu'on pratique et qu'on connaît, qu'on pratique, les musulmans pratiquent, celui-là est le résultat d'un travail humain qui a été fait. Et quand on parle de réforme de l'islam, il faut toujours savoir de quel islam on parle. On parle de cette troisième partie ou cette troisième étape dans l'islam. Je dis troisième parce qu'on peut les classer comme ça sur le plan vertical. L'islam de Dieu, l'islam du Coran, l'islam des êtres humains, des musulmans qui est déjà multiple. Il y a un Coran, un Dieu, un prophète, il y a plusieurs islams, ce qui montre qu'il y a un travail humain qui a été fait. Donc quand on parle de la réforme, on réforme le travail humain qui a été fait. Dans les textes coraniques, évidemment, il faut refaire le choix des versets. Je tiens toujours à le redire parce que beaucoup disent on se contente de réinterpréter certains versets. Pour moi, la réinterprétation toute seule ne réglera pas le problème. Maintenant, dans quel sens j'utilise le mot islamisme? Je l'utilise dans le sens d'islam politique. C'est le sens qu'on lui a donné à partir des années 1980. Sauf que je refuse totalement les deux caractères qu'on lui a ajoutés. Soi-disant, c'est un mouvement contemporain qui n'a aucun lien avec l'islam. Je démontre dans ce livre que ces deux critères qu'on lui a ajoutés sont faux, ils n'ont aucun lien avec l'histoire de l'islam et sa théologie. Maintenant, comment sortir de l'islamisme? C'est séparer l'islam de sa dimension politique. Si l'islamisme est l'islam politique, sortir de l'islamisme, c'est sortir de l'islam politique vers un islam qui n'est pas politique. Voilà comment je le présente. Quel est le rapport avec le concept de Marcel Gauchet, sorti de l'islamisme et sorti de la religion, qui était à l'origine de la modernité selon Marcel Gauchet, et la réforme, elle a commencé déjà à l'intérieur du christianisme. C'est de là qu'a commencé la réforme pour aboutir par la suite, selon lui, pour aboutir à la modernité. Il n'y a aucun lien. C'est deux titres qui se ressemblent, mais il n'y a aucun lien. Je n'ai pas écrit ce livre en pensant à Marcel Gauchet, mais Marcel Gauchet parle de la sortie de la religion des sociétés occidentales. D'ailleurs, il explique qu'elles sortent d'une religion pour rentrer dans une autre religion, mais mon livre n'a aucun lien avec son livre. Madame Adnani, si je ne me trompe pas, vous êtes arrivée en France en 2011, après des années comme professeur en philosophie en Algérie. Vous avez étudié d'ailleurs en philosophie, ainsi vous avez étudié l'islam de fond en comble. Ce qui m'intéresse, c'est que quand je vous ai écouté sur YouTube, vous parlez dans les années 90.
quand vous étiez professeur de philosophie à l'école, vous faisiez face aux enfants, aux jeunes ou aux jeunes adolescents qui ont été déjà influencés par certains discours de l'islam politique ailleurs. Et vous voyez que c'est nécessaire d'aller maintenant étudier l'islam pour que vous soyez assez outillés pour répondre comme une professeure de philosophie à ces jeunes-là. Moi, je veux ramener cette situation-là maintenant au Québec. Nous, au Québec, on dit toujours qu'on est dans un décalage de 20 ans à peu près par rapport à l'Europe. Alors, ça fait pas très longtemps qu'on voit le phénomène dans nos écoles aussi. Il y a, c'est sûr qu'il y a un phénomène qui dans des structures très normatives organisées du frérisme, qui essaie de réislamiser les enfants d'origine de culture musulmane dans les écoles par l'éducation islamique. Alors, il y a certains professeurs qui mènent ça en avant, mais comme société, on s'inquiète parce que on voit que ce genre d'éducation, ça va ramener certaines catégories de nos citoyens, qui sont les jeunes des familles de culture musulmane, à être séparés de nous et notre cohésion sociale va être en danger. C'est un genre de ségrégation au niveau d'éducation. Il faut séparer les mondes, puis qu'il exige ça. Au niveau d'éducation, c'est quoi, vous étiez déjà professeur, c'est quoi la recommandation que vous pouvez donner à notre ministre de l'Éducation, à nos professeurs, à nos écoles, à nos parents qui s'inquiètent parce que moi, comme un parent de culture musulmane, j'ai vu comment mon fils, quand il allait à l'école, après il venait puis il me demandait pourquoi on pratique pas ci, ça, parce que les enfants, ils vivent une pression sociale de la part d'autres enfants à l'école. Comment vous pouvez nous donner une recommandation comme quelqu'un qui a passé ça dans les années 90? Est-ce qu'il faut que ça vient par des lois pour qu'on puisse le contrôler? Est-ce que ça revient à la responsabilité des citoyens, des parents? Est-ce que c'est parce que malheureusement, on a perdu aussi les syndicats. Maintenant, ils sont infiltrés. Fait que comment on peut vraiment avoir une approche constructive pour que le problème s'aggrave pas plus que ça? Merci. Merci. Merci pour votre question. C'est une question à laquelle j'ai pensé en écrivant mon ouvrage. Donc, j'en parle dans le livre. Et je dis justement que les professeurs seront de plus en plus confrontés à ce genre de problème en Occident, comme c'était le cas en Algérie, et c'est toujours le cas de toute manière. Et en tout cas, moi, personnellement, ce qui m'a permis de faire face à ce discours, c'était la connaissance, c'était le savoir. Je travaillais pour avoir les moyens de connaissance qui me permettent de répondre à ces élèves. C'était pas tous les élèves, mais certains élèves qui étaient pris dans les filets du conservatisme, de l'islamisme, du fondamentalisme. Il fallait donc leur répondre d'une manière convaincante et avec des arguments. Et dans ce livre, je parle de ça et je dis que les professeurs, les parents, et même les politiques doivent avoir ce moyen de connaissance pour faire face à l'islamisme. Et la question que je me suis posée, doivent-ils être des érudits en religion? La réponse, non. Ils n'ont pas besoin d'être des érudits en religion, mais ils doivent avoir les points essentiels, les points les plus importants. Par exemple, quand un élève lui dit « moi, c'est dans le Coran, je dois l'appliquer ». Ok, mais est-ce que tu appliques tout ce qui existe dans le Coran? L'élève, il ne saura pas, bien sûr. Le prof doit avoir au moins un ou deux exemples qu'il peut donner à l'élève pour le mettre lui-même devant cette difficulté. Là, par exemple, j'en parle dans l'ouvrage, en islam, dans le Coran, manger la viande porcine en cas de nécessité est permise. Pourquoi les musulmans ne mangent pas la viande
la viande porcine. Et quand il me dira non, c'est haram, eh bien, c'est dans le Coran. Si tu appliques réellement le Coran, eh bien, c'est dans le Coran. C'est la preuve que une loi qui existe dans le Coran, on ne doit pas forcément l'appliquer. S'il faut forcément l'appliquer, alors applique celle-ci. Dans le Coran, moi-même, j'ai compté 28 versets coraniques qui reconnaissent, qu'on peut comprendre qu'ils reconnaissent la liberté de conscience. Pourquoi les musulmans ne reconnaissent pas la liberté de conscience? Le verset 105 de la sourate 5, il dit carrément, si vous êtes correct, ne vous souciez pas des autres s'ils ne sont pas corrects dans leur pratique de la religion. Pourtant, les musulmans se mêlent toujours de la vie des autres. Eh bien, si vous êtes des musulmans, si vous voulez appliquer le Coran, moi je vous dis appliquez ça là, ce principe, ce verset. Eh bien, vous voyez des professeurs comme ça, un élève, il ne peut pas les faire taire. C'est lui qui fera taire l'élève. Et c'est comme ça que j'ai appris, moi, à faire face à ce discours. Et j'ai même parlé avec certains professeurs en France, à qui j'ai donné quelques éléments comme ça. Pas beaucoup, hein, mais quelques pistes de réflexion, de connaissance de l'islam. Et aussi dire apprendre aussi, un prof doit savoir que lorsqu'on parle de l'islam, il doit dire à l'élève, mais de quel islam tu me parles? Est-ce que tu parles de l'islam de Dieu? Eh bien, c'est pas celui que tu pratiques. Celui que tu pratiques, il porte une partie qui est humaine, la compréhension, les interprétations, les lois qui sont le droit juridique, le droit musulman est un travail humain. Il s'appuie sur le Coran, mais c'est un travail humain. Ainsi de suite. Donc, il faut être capable de répondre à l'élève qui est pris dans ces filets du fondamentalisme. Ce travail, quand j'ai écrit ce livre, j'ai dit il faut qu'il soit comme un manuel pour les professeurs, les enseignants, les politiques. J'ai une petite réflexion et une question pour vous. C'est dans la fin des années 80, début des années 90, il y avait ils sont toujours vivants, il y avait quelques spécialistes français qui ont eu la prophétie de dire, voilà, l'islamisme est en déclin, en échec, ou tout ça. Keppel, Olivier Roy et Besbous, et Antoine Besbous. Donc, qu'est-ce que vous en dites de cette vision qu'elles avaient, ou bien de cette prophétie, aujourd'hui, en voyant ce qui se passe maintenant en Occident, et non pas, parce qu'il parlait du déclin dans les pays arabo-musulmans, mais en fin de compte, là, le problème, il est local. Oui, il est en Occident. Merci. Keppel a écrit son livre dans lequel il parlait, le djihad déjà, il s'appelle comme ça, dans lequel il a écrit sur le déclin de l'islamisme en 2003. Mais en 2023, je pense, ou 2022, il a écrit un article qu'il a publié dans Le Figaro. Il disait la même chose, que les partis politiques islamistes n'arrivent plus à gouverner, donc on est dans le déclin de l'islamisme. J'ai répondu une semaine après dans le journal. Hein. J'ai dit, mais vous parlez de quoi exactement? Parce que si vous parlez de l'islam politique, eh bien l'islam politique, il n'est pas, ce n'est pas la fin de l'islam politique parce que les partis ou certains partis n'ont pas pu gouverner. Ils n'ont pas pu gouverner, ils ont été chassés des pouvoirs dans les pays où ils sont arrivés au pouvoir. Mais en réalité, les pouvoirs eux-mêmes sont devenus plus islamistes qu'avant. Donc, en quelque sorte, ils ont fait peut-être pas de la même manière, mais ce que les islamistes voulaient pour que le peuple se taise. Par exemple, l'Algérie a supprimé la liberté de conscience en 2020 de sa constitution. Et d'autres choses comme ça qui montrent qu'on donne des gages, si je peux dire, aux islamistes. Donc on est loin de le déclin de l'islamisme d'une part. D'autre part, le déclin de l'islamisme ou la fin de l'islamisme ne sera possible que le jour où l'islam sera séparé de sa dimension politique. Tant que l'islam est imbriqué dans la politique, tant que tous les pays musulmans presque annoncent dans leur constitution que l'islam est la religion de l'État. L'Égypte, on dit que les frères musulmans ont été éloignés du pouvoir, mais c'est la constitution égyptienne
Elle commence par l'islam et la religion de l'État, la charia et la loi fondamentale de l'État. Je crois que c'est l'article 7. Donc, Keppel, dans mon ouvrage, je parle de Keppel qui affirme ce déclin de l'islamisme et évidemment, je l'explique par le politiquement correct et l'effondrement de l'esprit scientifique, tout simplement. Des réformes sur les constitutions, la disparition de ce qu'on appelle la liberté de conscience, mais il y a aussi quelque chose qui a disparu lorsqu'on parle de discrimination, les articles qui parlent de discrimination. Donc, il n'est pas acceptable une discrimination sur la base du sexe et tout ça, mais celle qui était de base de religion, ils l'ont éliminée pratiquement dans la constitution algérienne et d'autres constitutions, ils ont éliminé ça. Ça veut dire que la discrimination sur la base de religion est acceptable. Alors, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas vu ça dans la constitution algérienne. Je ne suis pas au courant de ça. La constitution algérienne, normalement, l'article n'a pas changé depuis 63. Donc, je suis un peu étonnée d'entendre ça. Et depuis 63, l'article qui parle des discriminations, il est clair. Toute discrimination pour des raisons de sexe, de religion, de rang social sont comment dirais-je, rejetés, mais il faudrait que je vérifie. Parce que tant que je n'ai pas vérifié, je ne peux pas le confirmer ni le contraire. Je pense que j'ai répondu à votre question. Si vous me permettez, une dernière question de ma part. J'aimerais revenir encore sur la question des modernistes qu'on a eus. Alors, je vais vous partager mon point de vue. J'espère que les gens ils me jugeront pas de sexiste, mais j'ai l'impression que tous ces modernistes-là, même s'ils l'ont avancé, quelque part, quand ils sont arrivés au point que, si on fait vraiment des réformes de fond en comble, on va arriver à l'égalité des droits pour les femmes et les hommes, et ça se fait pas. Et possiblement, je ne sais pas si parmi ces réformistes-là, ça existait des femmes. J'imagine que non. Alors, c'est quelque chose qui ne passait pas. Alors, quelque part, pour moi, c'est imaginable que, en tout cas, dans l'histoire de l'Iran, au niveau de nos réformistes, comme que ça soit même Shah d'Iran, que ça soit Mossadegh, que ça soit Amir Kabir, tous ces gens-là qui sont arrivés avec des réformes juridiques pour moderniser un peu équivalent aux Européens, il y a eu quand même toujours ces limites-là que quand on arrive aux droits des femmes, là, tout à coup, ça devient islamique. Après ça, vous avez parlé aussi de raisons pétrolières. Alors, ce qu'on appelle en Iran la malédiction du pétrole, qui a fait en sorte que tout a été basculé parce qu'il y avait certains intérêts de la part des Occidentaux pour garder ces nations-là dans ces États-là, puis retour à l'islamisme conservateur. Mais j'aimerais, si vous avez un peu d'idée aussi de ces nouvelles tendances au sein des mêmes sociétés occidentaux, que ce soit les nouvelles idéologies comme l'idéologie décoloniale, le Sud global, anti-Occident, puis anti-sionisme, qui étaient déjà après la Deuxième Guerre mondiale, étaient des mouvements identitaires, en fait, décoloniales de tous les mouvements nationalistes arabes. Alors, j'ai l'impression que les Occidentaux, ils sont en train de nourrir eux-mêmes les Occidentaux qui se placent à gauche, puis dans les mouvements de gauche et extrême gauche. Et on dirait que pour leur survie politique, ces partis politiques-là, ils voient nécessaire justement de laisser la place et de nous imposer. Je connais des Québécois qui m'ont imposé de dire « c'est à toi de pratiquer l'islam ». Des Canadiens, le gouvernement du Canadien, il dit « on ne te reconnaît pas ton identité le temps que tu t'affiches pas comme une femme musulmane avec le hijab ». Carrément, on est arrivé là. Alors, comment alerter ces Occidentaux-là? Parce qu'on dirait qu'ils ne voient pas plus loin que leur nombril.
Merci pour votre question. Déjà en ce qui concerne la femme et en islam et dans le discours des modernistes. Moi, dans le livre, comme je le dis, la réforme de l'islam et la réforme de l'État lui-même, c'est heurté à la question de la femme, l'égalité homme-femme. Ça, c'est clair. Quand on fait une analyse, d'ailleurs, j'ai fait une étude sur l'évolution sociale et politique des 3 pays du Maghreb à partir du 19e siècle pour voir comment ils ont évolué. Elle est accessible sur Internet, sur le site de Fondapol. Et donc, déjà dans cette étude, je parlais de l'égalité homme-femme, comment la modernisation des sociétés musulmanes, qu'on appelle la Nahda, même si les islamistes ont récupéré ce mot, eh bien, elle s'est heurtée à cette égalité homme-femme, justement. Les hommes ne voulaient pas que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Ils voulaient garder leurs privilèges. Ils voulaient se moderniser, mais pas point au point de laisser tomber leurs privilèges. Et les privilèges, c'est la religion qui leur donne ces privilèges. Donc, quelque part, ils ne pouvaient pas aller vers cette réforme de l'islam parce qu'ils avaient besoin de la religion. Ils avaient besoin de Dieu pour protéger leurs privilèges. Et même dans la Constitution, et c'est ce que je dis dans cette étude, on a ajouté, on l'a mis cet article islam et la religion de l'État pour pouvoir après dire la famille doit se soumettre à la religion. Il n'y a pas que ça comme élément, mais c'est un élément très important. Il suffit de regarder dans toutes ces constitutions que j'ai citées, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire les discriminations pour des raisons de sexe, elles n'apparaissent pas. Donc, ils les acceptent, les discriminations pour des raisons de sexe. Et je voulais comprendre, mais pourquoi ? Pourquoi les hommes ont besoin de ces privilèges, de ces règles de la charia qui font d'eux les maîtres des femmes. Et j'ai expliqué comment, au fait, dans les sociétés musulmanes, les hommes, ils sont aussi privés de leur liberté sur plein de choses. Ils ne sont pas libres comme on le pense. Les femmes ne sont pas libres, les hommes aussi. Ils perdent leur liberté sur plein de choses. Mais le fait qu'ils sont les maîtres des femmes, ça les console. Alors j'ai dit, même le discours religieux, les islamistes, ils ciblent plus la femme pour la soumettre aux règles de la charia, pour consoler l'homme qui va après accepter, lui, de se soumettre. D'ailleurs, il y a un titre dans le livre « Soumettre la femme pour soumettre l'homme ». Et c'est vraiment... enfin, vous allez me dire après, si vous lisez le livre, si vous êtes d'accord avec l'analyse. Mais je pense qu'il y a un travail psychologique parce que les conservateurs et les islamistes, ils sont très forts dans ce genre de domaine, notamment le domaine psychologique. Et ils pensent que l'homme musulman acceptera toujours de se soumettre tant qu'il est le maître de la femme. Donc c'est un point très, très important. Concernant l'Occident et tous ces mouvements que l'Occident connaît, comme les néo-féminismes, le décolonialisme, etc., je pense que même en islam, il y a beaucoup de mouvements qui retrouvent ces mouvements, comme le féminisme islamique, qui retrouve le néo-féminisme. Donc, il y a beaucoup de liens entre les deux. Pas dans ce livre, mais dans le livre bleu, je parle des modernistes islamiques, des modernistes salafistes. Ce sont tous des mouvements, en réalité, qui ne changent rien dans la situation, mais ils se montrent comme des modernistes, des réformistes, etc. Et les réformistes salafistes, pour moi, les modernistes salafistes, j'ai donné l'exemple d'un Jordanien qui s'appelle Shakir Nabulsi, qui défend la laïcité, mais il dit toujours dans son livre que les premiers musulmans étaient laïcs. Donc pour moi, c'est un moderniste salafiste. C'est-à-dire, il est moderniste, il défend des idées modernes, mais avec un esprit épistémologique salafiste. La vérité existe chez les salafs, et ce sont toujours les salafs qui décident si l'idée est vraie ou pas, même s'ils défendent des idées nouvelles. Donc ce genre de
de pensées, je dirais, qui déraillent. Et il y en a aussi dans le monde musulman. Parfait. On passe au public. Donc, merci beaucoup pour vos interventions pertinentes. Donc, il est maintenant le temps d'ouvrir la discussion en public. Je vous invite, si vous avez des questions ou partager vos réflexions, Madame Adnani se fera un plaisir d'y répondre. C'est à vous. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Madame Adnani, pour votre intervention. C'est très enrichissant, surtout pour une jeune fille comme moi, de l'âge de 27 ans. Donc, vous avez soulevé beaucoup de questions et beaucoup de remarques sur... vous parlez de réformes et de changements possibles. Donc, on voit que vous êtes très ouverte au changement et vous avez beaucoup d'idées à partager. Donc, je me pose la question, si vous pouvez nous proposer votre vision à titre éducatif et social. On observe beaucoup chez les jeunes d'aujourd'hui qu'il y a une sorte de crise identitaire. Donc, il est presque difficile en Occident pour les familles musulmanes et surtout les jeunes de concilier entre notre héritage, je me considère moi-même musulmane, notre héritage culturel et les valeurs occidentales. Et des fois, ça crée même une sorte de repli sur soi. On retrouve chez certains jeunes même une raison d'être un petit peu radicaliste parce qu'ils n'arrivent pas à se retrouver entre la religion, leur bagage, leur passé, leur histoire et la vie moderne et la modernité occidentale, les pays qui les ont accueillis, évidemment. Donc, vous avez soulevé le rôle des enseignants. Mais j'aimerais savoir quel est votre avis sur le rôle que peut jouer la famille, tout d'abord, et les médias dans la création ou la construction d'une identité musulmane apaisée en Occident. Question, et ensuite on donne la parole à Madame Adnani pour répondre. Bonjour. Et tout d'abord, merci pour ces analyses qui nous éclaircissent un petit peu sur ces concepts qui veut dire pour moi plus ou moins la même chose quand on parle d'islamiste, moderniste, conservateur, salafiste. Pour moi, c'est les différentes faces de la même pièce. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne crois pas véritablement à ces concepts qui sont modernistes, qui sont plus ou moins pour l'ouverture, pour la réforme, pour l'intégration dans le système social ou politique ou juridique, pour arriver à une certaine évolution qui émane de l'islam lui-même, comme il aperçoit. Titre d'exemple, on sait tous que les croisades n'ont été pas faites avec la parole, ça a été fait avec les sabres et le sang. Et c'est ça la logique de l'islamiste, de celui qui se réfère à cette pensée, autant que moderniste, autant que conservateur. Ça, c'est de mon point de vue. Et on peut citer plein d'exemples. Et puis, quand on dit que les conservateurs, les islamistes sont très forts, ils s'appuient sur des systèmes sur la société et l'influence de la société beaucoup plus à travers le système éducatif. Un islamiste, il peut, dans n'importe quel pays arabe ou musulman, il peut accepter n'importe quelle réforme qui touche à tous les secteurs, à l'exception du secteur éducatif. Pourquoi? Parce que le système éducatif, c'est leur paroi et ils forment leurs militants. C'est comme ça qu'ils arrivent à avoir de l'influence. On peut citer les cas en Algérie, je suis algérien, le cas du ministre de l'Éducation de Chadli Ben Mohamed. À l'époque, il y avait la réforme Ben Zaro, le recteur de l'université de Babzoua. La réforme était de moderniser justement l'école, parce que lui, Ben Zaro, qui était le recteur, il avait compris d'où ça vient, toutes ces violences, tout ça. Et le premier qui s'est opposé, c'est le ministre Ben Mohamed. Il est monté sur tous les grands, il a fait tout un tapage, alors que lui, ses enfants ont été scolarisés à l'Occident. Et puis, il y a une autre vague d'intellectuels et d'écrivains qui sont venus, sont connus. Aussi, on parle par exemple Yasmine Khadra. Yasmine Khadra, oui, c'est un francophone, il a été traduit dans toutes les langues, mais reste qu'idéologiquement, il parle de Oumma. C'est le cas aussi de Boujdra. Il parle aussi de Oumma. Ils sont toujours liés. C'est le cas de Tariq Ramadan. Ils sont des intellectuels, ils sont acceptés en Occident, ils sont bien intégrés, mais reste qu'ils se réfèrent toujours à ce temps. Le cas qui se passe en Arabie Saoudite, c'est que
effectivement, c'est le pétrole qui a fait qu'elle a propagé toute cette idéologie et elle a influencé des sociétés comme l'Arabie Saoudite. Du point de vue politique, elle voulait faire la même chose, reproduire le même modèle que le Vatican pour le christianisme. C'est ça l'Arabie Saoudite, c'est ce qu'il voulait. Elle finançait des écoles un peu partout, elle finançait des mouvements, etc. Donc, il voulait reproduire qu'est-ce qui s'est fait pour la christianité, c'est-à-dire le Vatican, le Saint-Pierre, le clergé, etc. etc. Donc, on passe maintenant Merci beaucoup. On passe maintenant à Madame Adnani pour répondre à la question de Touba qui demande quelles sont les propositions pour dépasser les crises identitaires chez les jeunes. Une question vraiment compliquée. Enfin, la réponse est compliquée à cette question. Parce que quand on part vivre dans un autre pays, c'est un peu naturel hein, qu'on soit entre les deux cultures. On ne peut pas d'un jour au lendemain couper. On est des êtres humains. On ne peut pas couper directement d'un héritage familial, social, culturel, comme ça d'un jour au lendemain. Donc cet héritage, il est enrichissant, hein, il n'est pas forcément négatif. On peut le garder en faisant de lui quelque chose de positif dans la nouvelle vie. Et ce que je disais tout à l'heure, les musulmans qui venaient dans les années 40, 50, 60,